Narrative. Elle veut divorcer. C'est la première chose qu'Émilie me dit quand je franchis la porte. Aucun avertissement. Aucune conversation. Juste ces 4 mots. J'étais stupéfait. Je veux dire, oui, nous avions eu nos problèmes dernièrement. Nous nous disputions beaucoup plus que d'habitude, c'est sûr. Mais je pensais que c'était juste l'une de ces phases difficiles que traversent tous les couples. Je n'avais aucune idée qu'elle en avait déjà fini avec nous. Nous étions ensemble depuis presque 7 ans, mariés depuis 5. Nous avions une fille de 4 ans, Lucy, que j'adorais. Pour moi, nous faisions simplement face à du stress ordinaire, des choses que nous pouvions surmonter, mais apparemment, elle avait déjà pris sa décision. Émilie était glaciale à ce sujet aussi. Elle avait tout planifié. Elle voulait la maison, la voiture, et pour empirer les choses, elle demandait une pension alimentaire pour l'enfant. C'était un coup direct au cœur. Je veux dire, je payais déjà presque tout. J'avais travaillé toute ma vie pour nous maintenir à l'aise. Alors pourquoi agissait-elle comme si je ne contribuais pas assez? Mon avocat m'a dit de ne pas le prendre personnellement, qu'il était normal pour les ex-épouses de viser autant que possible dans un divorce. Mais ça ne semblait pas normal. Ça ressemblait à une trahison. J'ai essayé de lui faire entendre raison, en lui rappelant que je payais déjà les dépenses de Lucie, que je gérais l'hypothèque, les paiements de la voiture, même la plupart des courses, mais elle s'en fichait. Elle voulait que tout soit légalement gravé dans le marbre, pour que je doive lui payer chaque mois comme une facture. Elle ne voulait pas seulement l'essentiel, elle voulait le contrôle. Elle voulait vider tout ce pour quoi j'avais travaillé, comme si j'étais un étranger qui ne comptait plus. Et le pire, elle voulait limiter mon temps avec Lucie. Nous avions convenu que je la verrais tous les week-ends. Mais maintenant, Émilie voulait me réduire à un week-end sur 2. Juste 2 week-ends par mois. Je n'arrivais pas à y croire. Lucie était mon monde. Et l'idée de ne pas la voir tous les week-ends me donnait l'impression de perdre tout ce qui comptait. J'ai dû me battre juste pour garder mon temps régulier avec elle. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas facile. La première fois qu'elle a déposé Lucie après que nous ayons convenu du planning, j'ai senti la tension dès la seconde où elle s'est approchée de la porte. Émilie me regardait à peine, n'a pas dit un seul mot sauf pour me tendre le sac de Lucie. Elle me regardait avec cette expression que j'avais appris à reconnaître, froide, rancunière. Elle m'a tendu Lucie comme si elle passait des courses. Pas notre enfant. Elle a même eu le culot de me dire de ne pas laisser Lucie veiller tard. Comme si elle contrôlait encore ce que je faisais avec ma propre fille. Puis elle s'est simplement retournée et est partie sans un au revoir à aucun de nous deux. Quand j'ai installé Lucie à l'intérieur, j'ai senti une vague d'épuisement m'envahir. Je travaillais les week-ends juste pour joindre les 2 bouts. Et avoir Lucie tous les week-ends signifiait que je devais réduire mes heures de travail. Mais il n'y avait aucune chance que je renonce à ce temps avec elle. Pas pour quoi que ce soit. Émilie était peut-être prête à effacer notre mariage et à passer à autre chose. Mais Lucie était la seule chose que je refusais de lâcher. Toute cette affaire m'avait ébranlé, mais je me disais sans cesse que je m'en sortirais. C'était dur, bien sûr, mais je ferais en sorte que ça marche. Je le devais. Une fois la poussière du divorce retombée, la réalité de ma nouvelle vie m'a frappé de plein fouet. Tous les week-ends, j'avais Lucie, ce pourquoi j'avais lutté bec et ongles. Mais essayer de jongler entre être là pour elle et garder mon travail s'avérait presque impossible. Je travaillais tous les jours de la semaine. Et ensuite, j'étais censé tout lâcher pour la récupérer le vendredi soir, la garder tout le week-end, et être de retour au bureau le lundi matin. S'amuser, mais c'est ma gamine. Je n'allais pas renoncer à notre temps ensemble. Émilie savait ce que ça me faisait. Je veux dire, elle devait le savoir. Je payais encore les factures. Je gérais les dépenses de la maison, même si j'avais emménagé dans un minuscule appartement pour suivre la pension alimentaire. Mais ça ne lui suffisait pas. Tous les mois, comme une horloge, elle voulait ce paiement. Mon avocat disait que c'était comme ça. Mais j'avais tout fait correctement. Et j'avais quand même fini par perdre. Si je ratais ne serait-ce qu'un paiement, Émilie me sauterait à la gorge. Un lundi. Je suis allé au travail après un week-end complet avec Lucie. Je suis entré en me sentant à moitié vivant, espérant juste survivre à la journée. C'est là que mon patron m'a pris à part. Il a dit que les week-ends libres commençaient à poser problème et que mes performances baissaient. J'ai essayé d'expliquer les choses. Je lui ai donné tout le résumé sur le divorce, la garde, toute.
Mais il a juste secoué la tête et m'a dit « Écoute, on a tous nos trucs, mais le travail doit être fait. » J'ai continué à pousser, en essayant d'équilibrer tout ça. Mais quelques mois plus tard, j'ai enfin reçu la nouvelle que je redoutais. Mon patron m'a appelé dans son bureau et m'a dit qu'il me laissait partir. 15 ans de dur labeur. Comme ça, ils ne m'ont même pas donné une chance de réparer. J'étais stupéfait, mais je ne pouvais pas perdre de temps à m'apitoyer sur moi-même. J'avais des factures à payer, une maison à maintenir d'une manière ou d'une autre, et ce chèque mensuel pour Émilie et Lucie, sans emploi et avec des économies qui font des vies. J'ai cherché du travail à tout va. J'ai regardé en ligne, dans les journaux. Rien de concret ne venait. Les options étaient ridicules. Retourner des burgers au salaire minimum n'allait pas couvrir l'hypothèque, sans parler de la pension alimentaire. Mais le pire, c'était de savoir que si je ne payais pas, Émilie serait sur moi, et je perdrais toute chance de conserver la vie que j'avais construite pour Lucie et moi. 4 mois ont passé sans rien de solide. Mes économies étaient presque épuisées, et j'ai raté quelques paiements. Je n'ai pas dit à Émilie que j'avais perdu mon emploi parce que je ne voulais pas l'entendre de sa bouche. Je ne voulais pas qu'elle me le renvoie en pleine figure. Mais bien sûr, à la minute où l'argent a arrêté d'arriver, elle était au téléphone à me hurler dessus, demandant pourquoi le paiement était en retard. J'ai essayé d'expliquer que je cherchais du travail, que les choses étaient dures, mais elle n'en avait rien à faire. Elle se fichait de ma situation, juste que l'argent n'était pas sur son compte. Je savais qu'elle le signalerait. Et honnêtement, ça ne m'a même pas surpris. J'étais déjà au plus bas. Et puis juste quelques jours plus tard, il y a eu un coup fort à ma porte. Je l'ai ouverte, sachant déjà ce qui arrivait, et l'agent n'a même pas eu besoin d'expliquer. Ils m'ont arrêté pour arriéré de pension alimentaire. C'était 6 heures du matin quand les coups forts à ma porte m'ont réveillé. Je n'ai même pas eu besoin de deviner qui c'était. Je savais. J'ai ouvert la porte pour trouver 2 policiers debout là, avec des expressions sérieuses, demandant si j'étais bien qui j'étais. J'ai hoché la tête, et avant que je m'en rende compte, ils m'expliquaient mes droits, me disant que j'étais arrêté pour pension alimentaire impayée. C'était surréaliste. Je veux dire, oui, je savais que j'étais en retard, mais ça ressemblait quand même à un cauchemar. Je pensais peut-être qu'ils me donneraient juste un avertissement, me diraient de me présenter au tribunal ou quelque chose. Mais non, mes notes, là dans mon propre seuil. Pendant le trajet jusqu'au poste, tout ce à quoi je pouvais penser. C'était Lucie. Comment étais-je censé lui expliquer ça? Comment pouvais-je expliquer que son papa avait été emmené en prison parce qu'il ne pouvait pas suivre les paiements pour elle? Rien de tout ça ne semblait juste. J'avais fait tout ce que je pouvais pour tenir ma vie ensemble après le divorce. Mais c'était le coup final. Ils m'ont fiché, pris mes vêtements, mes chaussures, mon portefeuille, tout ce qui me faisait me sentir moi-même, et m'ont donné une combinaison orange, puis ils m'ont conduit à une cellule de détention provisoire. Je me suis assis, essayant d'assimiler tout ça, entouré de gens qui avaient vraiment commis des crimes. Tout ce que je pouvais penser, c'était que je n'avais pas ma place ici. J'étais là parce que j'avais perdu mon emploi, pas parce que j'étais un criminel, mais personne ne s'en souciait, parce que c'était le week-end. Ils m'ont dit que je ne verrais même pas un juge avant lundi. Ça signifiait que j'étais coincé là pour 2 jours entiers. J'ai essayé de rester dans mon coin, juste assis sur ce banc métallique froid, fixant le sol, essayant de ne pas craquer. Mon esprit revenait sans cesse à Émilie, sachant qu'elle se sentait probablement victorieuse, pensant qu'elle avait gagné cette bataille tordue. Et Lucie, je n'avais aucune idée de ce qu'on lui avait dit, ou si elle savait même où j'étais. Ça faisait plus mal que tout le reste. Le lundi, j'étais épuisé, mentalement et physiquement. Je n'avais presque pas dormi du week-end, inquiet de ce qui allait se passer ensuite. Ils m'ont enfin emmené voir le juge, et il m'a donné une sentence de 5 mois au centre de détention du comté. 5 mois, pour être en retard sur des paiements que je ne pouvais pas faire parce que j'avais perdu mon emploi en essayant d'être là pour ma fille. Il n'y avait aucune sympathie, aucune reconnaissance que j'avais fait des efforts. Juste la sentence et une attitude de dossier clos. Une fois arrivé au centre de détention, les choses semblaient encore pires. Ils m'ont jeté avec un tas de gars qui se fichaient de pourquoi j'étais là. J'ai gardé la tête baissée, je n'ai pas beaucoup parlé, et je me suis tenu à une routine. Manger, dormir, faire de l'exercice,
répéter. Je ne cherchais pas à me faire des amis, mais j'ai fini par rencontrer quelques autres gars qui étaient là pour la même raison, ne pas pouvoir payer la pension alimentaire. C'était étrangement réconfortant de savoir que je n'étais pas le seul, mais ça ne rendait pas ma situation plus facile. Chaque jour, je pensais à Lucie. Je détestais de ne pas pouvoir être là pour elle, et même si je ne le savais pas encore, je craignais qu'Émilie ne lui raconte une histoire comme quoi je l'avais abandonnée. J'essayais de me concentrer sur le fait de traverser chaque jour, en comptant les mois et en gardant la tête basse pour ne pas avoir d'ennui. Mes parents m'envoyaient des lettres et venaient me voir quand ils pouvaient. Essayant de me remonter le moral, j'appréciais. Mais ça ne faisait que me manquer plus, Lucie. À la fin de chaque nuit, j'étais au-delà de l'épuisement, mais j'avais ce sentiment profond que je n'étais pas fini. Il devait y avoir un moyen de sortir de ce pétrin qui arrangerait les choses. Je ne savais pas comment, mais d'une manière ou d'une autre, j'allais remettre ma vie sur les rails pour moi et pour Lucie. Un jour, quelques semaines après le début de ma sentence, j'ai reçu une lettre. Au début, je pensais que c'était une autre de mes parents, mais dès que j'ai vu le nom Brandon sur l'enveloppe, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Brandon était un vieil ami, un ami commun à moi, et à Émilie en fait. Je n'avais pas entendu parler de lui depuis des années. Pas depuis un barbecue que nous avions eu il y a 2 ans. Je me souvenais qu'il avait agi un peu bizarre ce jour-là, comme s'il cachait quelque chose. Mais je n'y avais pas beaucoup pensé. Maintenant, voilà une lettre de lui, sortie de nulle part pendant que je suis assis en prison. Et je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. Je l'ai ouverte, et ces mots m'ont frappé comme une brique. Il avait entendu parler de ma situation, du divorce, de la pension alimentaire, et que j'étais assis en prison à cause de ça. Il disait qu'il avait gardé le silence longtemps parce qu'il ne voulait pas s'impliquer. Mais il ne pouvait plus rester silencieux. Et puis il a lâché la bombe. Émilie m'avait trompé pendant des années. Elle voyait quelqu'un d'autre depuis avant même que Lucie soit née. Le gars avec qui elle est maintenant, celui pour qui elle m'avait quitté, n'était pas juste un nouveau copain au hasard. Il avait été là tout le temps. J'étais stupéfait. Les mots sur la page ont commencé à se brouiller. Mais je me suis forcé à continuer la lecture. Brandon continuait en disant qu'il pensait que je devrais faire un test de paternité, qu'il y avait une bonne chance que Lucie ne soit même pas la mienne. Je pouvais à peine le digérer. Je veux dire, j'aimais Lucie plus que tout. Elle était ma fille, ma petite fille. Mais maintenant, il y avait ce doute qui s'insinuait, quelque chose que je n'avais jamais même envisagé. Je suis resté assis là, serrant cette lettre si fort qu'elle a presque déchiré. C'était comme si mon monde entier avait été retourné une fois de plus. Après l'avoir lu, je ne pouvais pas penser droit, mon esprit courait, repassant chaque dispute, chaque excuse bizarre qu'Émilie avait donnée, chaque nuit tardive où elle rentrait du magasin d'épicerie, des choses qui n'avaient pas eu de sens, avant cliquaient soudain en place, mais pas d'une manière que je voulais. Je ne pouvais pas chasser les images d'elle se faufilant, faisant semblant que tout était normal tout en me mentant au visage tous les jours. Je savais ce que je devais faire. J'allais faire ce test. Dès la minute où je sortirais, j'allais découvrir la vérité. Peu importe à quel point ça pourrait être douloureux, je n'allais pas continuer à payer la pension alimentaire et traverser l'enfer si Lucie n'était même pas la mienne. Je me sentais trahi à un tout nouveau, comme si le sol avait été arraché sous mes pieds. Mais en même temps, un nouveau genre de détermination s'allumait. Si elle avait menti sur Lucie, si elle m'avait utilisé tout ce temps, j'allais la faire payer. Le reste de mon temps en prison a été différent après cette lettre. Je n'étais plus ce type vaincu qui essayait juste de survivre au quotidien. J'avais une mission. J'ai gardé la tête baissée. Je me suis assuré de rester hors des ennuis. Et j'ai juste attendu que la date de ma libération arrive. Quand mes parents venaient me visiter, je n'ai pas mentionné la lettre. Je n'ai pas dit un mot sur ce que j'avais appris. Ils avaient assez à s'inquiéter avec moi là-bas. Mais dans ma tête, tout ce que je pouvais voir, c'était ce test. Ça est devenu ce focus unique pour moi, comme si c'était la seule chose qui comptait maintenant. C'était de découvrir la vérité. Je n'étais pas sûr de comment je réagirais si le test revenait négatif. Lucie était encore Lucie. Elle était encore la petite fille que j'avais élevée, qui me regardait avec ses grands yeux confiants tous les week-ends. Mais la possibilité qu'elle ne soit pas la mienne était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer, pas après tout ce qu'Émilie avait fait. Donc je me disais que quand je sortirais, j'aurais un avocat. J'organiserais le test de paternité.
Et enfin, j'aurai les réponses que je méritais. Cette lettre de Brandon a changé tout. Je le savais dès l'instant où je l'ai lue. Quand je suis enfin sorti, je n'ai pas perdu de temps. Mon esprit était fixé sur une chose, obtenir ce test de paternité. J'ai trouvé un avocat qui semblait affûté et prêt à prendre mon affaire. Je lui ai expliqué tout. Mon temps en prison, les exigences d'Emily, et bien sûr, la lettre de Brandon. Il a écouté attentivement, hochant la tête tout le temps, et m'a dit que nous ferions le test de paternité fait aussi vite que possible. Nous avons fixé une date au tribunal pour aborder non seulement la pension alimentaire, mais tout le pétrin qu'Émilie m'avait mis dedans, le jour du test. Je suis arrivé, et Émilie était déjà là avec Lucie. Elle avait l'air furieuse, ses bras croisés serrés, comme si elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, me faire me sentir coupable. Je m'en fichais. J'en avais fini d'être celui qui se sentait mal. Je gardais mon focus sur Lucie. Cependant, à la seconde où elle m'a vu, elle a éclaté en un énorme sourire et a couru vers moi. En roulant ses petits bras autour de moi, ça m'a frappé fort. Je ne mens pas, j'avais passé des années à penser qu'elle était ma fille, à l'élever, à l'aimer, et maintenant j'étais sur le point de découvrir si c'était même vrai. Mais pour ce moment, je l'ai serrée en retour, embrassé son front, et lui ai dit que je l'aimais. Quand je l'ai enfin lâché, je l'ai rendu à Émilie, qui avait l'air de ne pas pouvoir sortir de là assez vite. 2 semaines. C'est combien de temps j'ai dû attendre pour les résultats. Et ce furent les 2 semaines les plus longues et les plus insomniaques de ma vie. Chaque jour, je me regardais dans le miroir et voyais ces cernes sombres sous mes yeux qui ne partaient pas. Ne partaient pas. Mon esprit tournait en rond. Que ferais-je si elle n'était pas la mienne? Pourrais-je le gérer? Je l'avais pratiquement élevée. Et l'idée de la perdre me déchirait à l'intérieur. Mais en même temps, si elle n'était pas la mienne, je ne pouvais pas continuer à laisser Émilie s'en tirer avec tout ce qu'elle avait fait. Enfin, l'enveloppe est arrivée. Je me souviens d'être debout dans mon salon, la fixant, presque trop effrayé pour l'ouvrir. Je me suis assis, je l'ai déchirée, et je me suis forcé à regarder le papier. 0,00%. Je n'étais pas son père. Comme ça, les 4 dernières années de ma vie avec Lucie semblaient avoir été arrachées. Je ne me souviens même pas d'avoir laissé tomber le papier, mais il était par terre, et je suis juste resté assis là à le fixer, me sentant comme si quelqu'un avait atteint et tourné mes entrailles en glace. J'avais aimé cette petite fille comme si elle était la mienne, seulement pour découvrir qu'elle ne l'était pas. Après m'être repris, j'ai appelé mon avocat, lui dit les résultats, et j'ai dit que je voulais avancer avec tout ce dont nous avions parlé. Je voulais poursuivre Émilie pour fraude, pour dommages émotionnels, pour toute la pension alimentaire que j'avais payée. Mon avocat était d'accord et a dit qu'il lancerait les papiers. Et j'admets qu'il y avait une partie de moi qui se sentait un peu justifiée, sachant que je contre-attaquais enfin. Mais même après cet appel, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de perte. Je m'étais préparé à récupérer ma vie. Mais perdre Lucie n'était pas quelque chose que j'avais compté. Émilie m'avait volé des années que je ne pourrais jamais récupérer. Et Lucie ne comprendrait probablement jamais ce qui s'était passé. Mais cette fois, je n'allais pas laisser Émilie gagner. Elle m'avait trompé, m'avait traîné en enfer. Et pourquoi? Je savais une chose pour sûr. J'allais obtenir une forme de justice, peu importe ce qu'il faudrait. Le jour de l'audience au tribunal est enfin arrivé, et j'étais prêt. J'avais déjà traversé tellement. Prison, les mensonges, perdre mon job, et le pire de tout, découvrir que Lucie n'était pas biologiquement la mienne. J'étais assis à l'arrière du taxi, sentant que mélange de nerfs et de détermination. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que j'allais dire. Comment j'allais enfin exposer Émilie pour ce qu'elle avait fait à moi, à Lucie, et honnêtement, à nous deux. Je voulais juste que la vérité soit sortie là, où tout le monde pourrait la voir. Quand je suis entré dans la salle d'audience, mon avocat m'a rencontré à la porte, m'a donné un rapide résumé de notre plan et m'a dit de rester calme. Il s'occuperait de la plupart des paroles. Émilie était déjà assise, paraissant plus apprêtée que je ne l'avais jamais vue, mais ses yeux la trahissaient. Elle savait ce qui venait, même si elle essayait de le cacher. Le procès a commencé. Et Émilie a passé la première. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas su qui était le père de Lucie à l'époque,
qu'elle avait cru que j'étais le papa et ne voulait pas briser notre famille. Elle a essayé de présenter ça comme si elle avait fait tout ça pour Lucie, comme si elle était une sorte de héroïne pour avoir gardé ce secret pour nous protéger. C'était incroyable, de la regarder tordre tout pour se faire paraître innocente. Puis mon avocat s'est levé, et c'était notre tour. Il a tout exposé, la lettre de Brandon, le test de paternité, les années de paiement de pension alimentaire que j'avais fait pendant qu'elle profitait de moi. Il a même révélé que le copain d'Emily, Cole, était le père biologique de Lucie et qu'elle recevait une pension alimentaire de nous deux. À ce moment, j'ai regardé son visage s'effondrer alors qu'elle réalisait qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir par la parole. Le juge a écouté tandis que mon avocat présentait les reçus, les paiements, le fait qu'elle avait commis une fraude. Ce n'était pas seulement qu'elle m'avait menti, elle avait menti à 2 hommes, nous avait manipulés tous les deux et avait tiré chaque dollar possible de ça. Quand le juge a finalement parlé, il a clairement dit qu'il voyait tout ça pour ce que c'était. Il a regardé directement Emily et a dit qu'elle avait commis une fraude et que c'était un crime grave. Puis est venu le moment que j'attendais. Le juge a statué qu'Emily non seulement devrait rembourser la pension alimentaire que j'avais payée, mais qu'elle irait en prison pour fraude. 3 ans. En entendant ça, je pouvais presque ne pas y croire. Emily, qui m'avait mise en travers l'enfer, allait enfin affronter des conséquences. Je pensais que je ne ressentirais que de la satisfaction. Et je l'ai fait, au début, mais en la regardant être emmenée, la réalité m'a frappé. Lucie, qui m'avait connu comme son papa toute sa vie, allait perdre sa maman aussi. J'avais gagné au tribunal, sûr, mais ça ne rendait pas le pétrin qu'elle avait créé plus facile pour Lucie. Le juge m'a accordé la garde primaire de Lucie puisque Emily allait en prison. Et Cole n'était pas exactement en train de se proposer pour prendre la responsabilité. En fait, Cole a été imposé un paiement de pension alimentaire plus bas pour aider à couvrir les besoins de Lucie. Quelque chose dont je serai maintenant en charge. Donc voilà, je me tenais dans cette salle d'audience avec une victoire légale, mais me sentant comme si j'avais juste combattu une guerre et que j'étais laissé à tenir les morceaux de ce qui avait été une famille. La décision finale du juge m'a donné la garde de Lucie, et en ce qui concernait la loi, j'étais encore son père. Elle n'était peut-être pas de mon sang, mais elle était ma fille dans toutes les façons qui comptaient. La tromperie d'Emily avait presque failli nous détruire tous les deux. Mais à la fin, je savais que j'avais obtenu ce que je voulais vraiment. Lucie était encore la mienne. En quittant cette salle d'audience, je ressentais ce mélange étrange de soulagement et d'épuisement. J'avais récupéré ma vie, ou au moins une partie, et je savais que je ferais tout ce qu'il faudrait pour assurer à Lucie un bon futur.